Bien bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être là ce matin et ravi de m'installer dans ce programme. Tout ce qu'on entend est très intéressant, très motivant. Je suis ravi de voir qu'il y a une belle dynamique en ce moment et je vous remercie, en tout cas les organisateurs de Design to Business et non Business to Design, d'avoir mis ça en place. Bravo. Euh, Bonjour aux gens qui sont à Saint-Étienne. C'est ce que je pense qu'il faut être courageux pour tenir en duplex. Donc bravo. Donc moi, je suis Christophe Rebourg. J'ai fondé il y a 12 ans une agence qui s'appelle InProcess. Mais je ne vais pas vous en parler de cette agence. Je ne vais pas vous montrer de cas que produit cette agence. Je ne vais pas faire la promotion d'InProcess, mais je veux faire par contre la promotion de notre activité à nous designers et notamment à tous les designers qui de plus en plus évoluent parce qu'ils ont compris effectivement que leur rôle était essentiel pour créer de la valeur dans l'entreprise et donc ainsi assurer sa croissance. Et alors, je ne sais pas comment on passe à la slide. C'est en appuyant au centre. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Et donc, je voudrais démarrer par une petite anecdote. Parce que depuis que le concept de design thinking a été inventé, j'ai l'impression qu'on m'a greffé un cerveau. Donc ça m'aide beaucoup. Je pense que ça nous aide beaucoup, nous designers, parce que finalement, ça a été une opération marketing assez brillante, assez efficace, qui nous vient des États-Unis, et qui tombe finalement à pic dans un contexte où effectivement on a besoin et on prend conscience, tant mieux, de l'importance stratégique du rôle du design pour les entreprises. Alors plus sérieusement, au-delà effectivement de cette greffe du cerveau grâce au design thinking, parce que j'avais le sentiment avant qu'effectivement on n'avait que des mains pour dessiner, mais maintenant en fait on voit clairement sérieusement que le design est une discipline stratégique pour l'entreprise. Et pour tous les designers qui effectivement sont passionnés par leur activité et passionnés par l'entreprise qu'ils aident à développer, c'est formidable. C'est une ère aujourd'hui formidable qui s'est installée et qui s'ouvre devant nous. Alors, moi, mon envie aujourd'hui, c'était de contribuer à ça, de partager avec vous un certain nombre de croyances que j'ai sur ce qui compte, mais évidemment sans me mettre à la place des entreprises, parce que, comme ça a été dit ce matin, c'est un travail de contribution. Et le chemin, même si un bon bout de chemin a été fait, il reste du chemin à faire, et pas des moindres, pour continuer à installer de façon puissante cette dynamique. Ce matin, Philippe a évoqué le statut des agences de communication par rapport aux entreprises. Eh bien, je pense qu'on peut avoir la même ambition, en tout cas moi c'est une des ambitions que j'ai, de considérer que le design a une place stratégique dans l'entreprise et qu'il peut être autant valorisé que les métiers de communication. Alors pour ça, en même temps, je suis conscient que il faut que les entreprises le comprennent, mais nous aussi, on a un rôle à jouer, et je pense que c'est en tout cas le code de conduite que l'on se donne, c'est de se dire, voilà, nous déjà, quels sont les éléments sur lesquels il faut communiquer, qu'il faut valoriser, pour faire la démonstration effective que le design a un rôle stratégique pour la création de valeur dans l'entreprise, pour l'entreprise, et donc ainsi assurer sa croissance. Alors, on va voir. Je vous propose qu'on regarde un certain nombre de contextes d'entreprise, et on va parler de Blablacar, on va parler de Airbnb, mais particulièrement, ce qui me semble le sujet le plus difficile, c'est celui d'entreprises qui sont des piliers de l'économie mondiale. Et là, je vous présente une photo d'une des ruines de Détroit. Et ça, c'est particulièrement les sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire que ce pas les sujets les plus simples, mais c'est les sujets, je pense, les plus structurants
pour les entreprises, pour l'emploi, pour l'économie dans le monde. Et donc je travaille d'ailleurs en tant que prestataire dans le monde automobile, et donc je suis au quotidien, quand je travaille sur ces projets-là, et notamment avec le groupe PSA, sur la problématique de cet univers, qui a pris conscience qu'il fallait que les choses évoluent, parce que effectivement les voitures se vendent moins bien qu'avant, mais en même temps qui voilà, a une industrie qui est colossale. L'industrie automobile, vous savez, emploie 10% directement et indirectement des gens sur la planète. Hein. Donc c'est quand on prend l'industrie automobile et les industries qui sont liées à l'automobile, comme l'assurance, la distribution de carburant, eh bien, c'est à peu près 10% des emplois mondiaux. Ça veut dire que quand on travaille dans ces univers-là, et il y en a d'autres, hein, enfin, Philippe pourrait parler de la distribution, mais quand on travaille dans ces univers-là, on ne peut pas parler d'économie à la légère. C'est-à-dire qu'on doit parler du rôle du design dans la création de valeur que ça génère, dans un contexte qui est un contexte sophistiqué, parce que hyper structurant pour une partie de son secteur et de l'économie que ça concerne. Et donc, pour moi, il est là le vrai sujet le plus complexe. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, dans ces entreprises-là, il y a une conscience, et une conscience, je vais vous dire ce que j'en pense, qui passe par un nouveau regard sur le rôle du design dans l'entreprise par rapport à ce que ça construit en tant que projet et de la façon dont ça construit dans l'entreprise. Alors évidemment, dans ce contexte-là, qui est plus facile que l'industrie automobile, on voit qu'il y a des entreprises qui naissent avec, en ayant intégré la pratique du design, les mécanismes, les process du design, mais elles partent de zéro. Je pense à effectivement Airbnb, Blablacar. Blablacar, donc Frédéric Mazella, là on a l'exemple d'un chef d'entreprise qui, à peu près comme tous les chefs d'entreprise, a une vision pour son entreprise. La différence, c'est que lui, il part de zéro et il intègre dès le départ, et c'est très intéressant comme modèle, la dynamique de l'usage comme moteur de ce qui va fonder son entreprise. C'est-à-dire que naturellement, il intègre des dimensions qui sont inhérentes à la culture du design, au process du design et à la façon de délivrer du design. Donc c'est bien, ça crée des référents. On a vu la même chose chez Airbnb qui a créé une vision nouvelle de l'hôtellerie avec ce même raisonnement. Ça perturbe positivement l'économie de ces marchés, de ces entreprises. Et quelque part, ça rend service aussi aux entreprises qui sont sur les anciens modèles de leur marché, mais qui, alors dans un contexte, comme je le disais, plus difficile, intègrent cette dynamique-là, mais dans effectivement un environnement qui est moins facile, parce qu'il y a tous ces emplois, il y a tout ce qui existe, et il faut travailler à partir de là pour le transformer. Et pour moi, le sujet vraiment essentiel que je retrouve, alors je ne vous dis pas ça à la légère, hein, je vous le dis parce que pendant au moins 12 ans chez InProcess, et puis un petit peu avant, parce que je suis sorti de l'école en 91, pardon, en 89, je me rajeunis, eh bien, le point commun, c'est que ce soit des entreprises nouvelles ou que ce soit des entreprises qui ont, comme l'automobile, la distribution, l'agroalimentaire, sont sur des secteurs qui sont installés depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années parfois, eh bien, il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de travailler sur l'expérience. Alors, c'est vite dit. Tout le monde, d'ailleurs, le dit. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, c'est-à-dire qu'on progresse. Maintenant, la question, c'est comment on le met en œuvre dans l'entreprise. C'est-à-dire comment l'élément central de l'entreprise consiste à raisonner intégralement sur la question de l'expérience de ce que l'on construit, de l'expérience de ce que produit, de la vocation de cette entreprise. C'est une petite révolution, parce que ça veut dire que, et pour nous c'est peut-être évident, mais quand on est dans la réalité des projets, ce n'est pas aussi simple. Je vais prendre l'exemple de l'automobile. Le sujet n'est pas la voiture que l'on fabrique, le sujet est l'individu pour qui j'ai besoin de raisonner mobilité demain. Dit comme ça, c'est très simple. À installer
moi ça fait 10 ans que je travaille dans le monde automobile, eh bien, ça demande une endurance très importante parce que c'est tout un mécanisme industriel, c'est tout un raisonnement qui est à transformer. Les entreprises, pour beaucoup, sont devenues excellentes dans la façon d'industrialiser quelque chose. Et donc aujourd'hui, c'est assez difficile de demander à un ingénieur dans une entreprise, écoute, tu étais très très bon pour fabriquer une voiture dans un temps record avec la qualité maximum. Maintenant, on va te faire participer à des projets dans lesquels tu vas raisonner sur ce qui sera bon comme expérience demain pour les gens à qui tu vendras cette voiture, qui du coup n'aura pas tout à fait la même forme, ne sera pas le même archétype. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus, des gens qui perturbent le marché aujourd'hui, eh ben, c'est de la mobilité, c'est Blablacar, c'est Bolloré avec Autolib. Donc on voit bien que le marché de la mobilité, qui était normalement le terrain de jeu de l'industrie automobile, eh bien, il se déplace vers des territoires nouveaux que d'autres entrepreneurs s'emparent. Donc, ça veut dire que le vrai sujet difficile dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de bien installer dans l'entreprise ce rapport à l'expérience, à l'utilisateur. Et c'est là où je trouve que nous, designers, avec nos... et on va y venir, nos atouts, passer nos lacunes avec nos atouts, on présente des éléments très intéressants pour générer ces nouvelles valeurs pour ces entreprises qui en ont besoin. Sauf qu'il faut le regarder sérieusement, de façon structurée, parce que sinon on n'est pas crédible. Ça veut dire que dans une entreprise qui se pose la question de quelle est mon offre demain pour mes clients de demain, donc ceux d'aujourd'hui et de demain, eh bien en fait, il s'agit d'installer au cœur des projets le rapport à l'expérience, c'est-à-dire réellement à ce que je vais générer comme valeur pour mes clients demain, en tant qu'expérience vécue. C'est-à-dire, et je reprends l'exemple de l'automobile, est-ce que vraiment ce produit, ce service résout mes besoins de mobilité au quotidien? Est-ce que vraiment les produits que j'achète pour mon petit déjeuner sont intéressants pour l'expérience du petit déjeuner que je souhaite avoir en famille, par exemple, tous les jours? Donc ça veut dire que fondamentalement, il faut se reposer la question de la valeur expérientielle que l'on offre à ses clients. Et je vous garantis que si ça a eu de la valeur du point de vue expérientiel pour le client final, ça a de la valeur pour l'entreprise. Moi, je travaille depuis 2 ans avec un petit groupe que j'anime chez InProcess sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on avance de façon très forte sur cette question de la conversion. Donc finalement, de cette équation vertueuse qu'il y a entre la valeur expérientielle reçue par un client à l'arrivée et ce que ça génère comme valeur économique pour l'entreprise. Alors, je focalise sur l'économie parce que, en général, c'est le sujet qui intéresse le plus. Mais évidemment, cette économie, elle n'est pas isolée. Elle est dans un contexte, un écosystème de valeurs qui sont importants pour l'entreprise. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'avancer sur ce sujet-là. Et puis, je pense que les travaux de Brigitte et de son groupe sur le sujet feront avancer le sujet plus que je pourrais le faire aujourd'hui sur cet écosystème de valeurs que cela génère. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une équation positive qui consiste véritablement à convertir la valeur expérientielle en valeur pour l'entreprise. Alors, je ne vais pas vous la donner, parce que comme je vous dis, c'est un travail qui est en cours depuis 2 ans. Néanmoins, il y aura des publications qui seront faites en 2015 sur ce sujet-là, puisque, comme je vous le disais, notre but est de contribuer aussi à la valorisation de l'activité design dans ce que ça construit comme valeur pour l'entreprise. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les modèles sur lesquels on modélise effectivement cette dynamique-là, on voit que, et malheureusement, comme on l'a vu ce matin, on n'a pas les chiffres qu'il y a avec Standard & Poor's qui ont été présentés par Philippe Picot ce matin, mais on est dans une entreprise qui déjà génère beaucoup plus d'attirance. C'est-à-dire qu'on est dans des entreprises, dans le cas d'entreprises que l'on aime, en interne ou en externe, c'est-à-dire qu'il y a un effet vertueux à déjà réinstaller cette notion d'expérience dans l'entreprise pour l'image, je dirais, l'attrait qu'a l'entreprise dans l'environnement social.
Mais là où je veux particulièrement mettre l'accent ce matin, c'est sur un sujet particulier qui est important dans ce rapport à l'expérience, qui est une espèce, pour moi, de pépite. Hein. C'est celui du rapport à l'anthropologie. Alors heureusement, c'est de moins en moins une pépite, c'est-à-dire que c'est de plus en plus assumé par les entreprises. Aujourd'hui, beaucoup de grandes entreprises, et encore malheureusement une fois américaines, ont intégré l'anthropologie ou l'ethnologie dans leur organisation, ou même, et ça on le dénote dans les travaux qui sont faits auprès des meilleurs entrepreneurs de la planète, ils ont une fibre anthropologique. Steve Jobs, c'est démontré, avait une fibre anthropologique, c'est-à-dire une clairvoyance particulière pour détecter des mutations d'usage sur lesquelles il allait fonder ses futurs marchés. Je pense même que d'ailleurs, c'était une de ses meilleures qualités. Et aujourd'hui, Frédéric Mazella, chez Blablacar, il applique simplement le réflexe d'un anthropologue. Il dit, moi j'ai remarqué que j'avais besoin de ce service, il n'existait pas, le covoiturage. Eh bien, je l'ai créé. C'est-à-dire que si on corrèle un bon sens de l'observation avec la fibre entrepreneuriale, eh bien, on crée un succès comme celui de Blablacar que l'on connaît. C'est la même chose chez Airbnb. On a d'ailleurs un designer à la tête de cette entreprise. Donc, on va dire que c'est plus facile. Encore une fois, ces dynamiques sont hyper importantes et il faut les mettre en avant. Et là où c'est plus sophistiqué, et c'est le sujet qui est vraiment le plus structurant, c'est dans les entreprises qui sont des organisations fortes, donc lourdes, avec une histoire qui parfois les plombe un peu. Même si le CIO a une fibre naturellement anthropologique et une clairvoyance sur là où doit aller son marché, il a d'autres contraintes qui, liées à le poids de sa structure, qui font qu'il ne peut pas manœuvrer comme il aimerait, comme il rêverait. Et donc c'est là où l'enjeu est important, c'est-à-dire comment, dans ces organisations, j'installe, là on a vu Lévi-Strauss hein, avant, donc, pardon, le père de, un des pères de l'anthropologie, je me ferai taper sur les doigts d'ailleurs si je dis le père, parce que je ne suis pas anthropologue, moi je suis designer, mais j'ai remarqué que comme dans le monde du design, il y a des chapelles dans le monde de l'anthropologie, je ne rentrerai pas là-dedans. Peu importe, en tout cas ce qui est important, c'est le rapport à l'observation inductive, c'est-à-dire qu'on observe sans a priori, c'est-à-dire qu'on se laisse surprendre par là où le citoyen, l'usager, c'est-à-dire celui qui sera notre futur client, nous mène en matière de besoins et de motivation. C'est ça l'enjeu. Et là, vous voyez donc deux anthropologues en herbe, donc Caroline et Zoé, qui travaillent chez InProcess, je ne ferai pas plus de pub, qui sont à l'œuvre en train d'observer une famille démarrer sa journée en prenant le petit déjeuner. Et évidemment, on apprend plein de choses essentielles sur les équipements électroménagers, sur les produits que l'on consomme le matin au petit déjeuner, comment ça se passe, quelle est l'organisation familiale à ce moment-là et où les entreprises peuvent aider pour effectivement accompagner l'utilisateur, ses clients, dans la mutation de ses usages en faisant évoluer ses offres. Voilà, et donc c'est bien cette pépite hein, que l'on a vue tout à l'heure, elle vient bien du réflexe anthropologique. Donc, moi, je vous invite à intégrer cette dimension-là. Moi, je le fais depuis 12 ans avec des vrais professionnels. Je pense que si on veut être pris au sérieux, il faut des professionnels de la discipline. On ne s'improvise pas anthropologue. C'est une science avec des savoir-faire. Donc, après, à minima, parlons déjà d'observation, c'est pas mal. Considérons que acceptons que notre client il n'est pas inerte, il mute dans ses besoins, ses envies, et que cette mutation-là, c'est un vrai moteur de croissance pour l'entreprise. Alors ça veut dire que finalement, nous designers, alors je vais présenter ça de façon très très simple, hein, mais on va utiliser une nouvelle matière première. C'est-à-dire que notre matière première, c'est l'individu. Le futur client de nos clients, le futur client des entreprises. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ça, c'est une matière première qui s'observe, qui se filme avec des professionnels. Et tout l'enjeu consiste à passer de cette matière première existante, où on détecte les mutations en cours, qui nous ouvre les voies de territoires d'opportunité sur lesquels on va créer nos offres de demain, nos services, nos produits de demain. Donc on passe du scénario
d'aujourd'hui au scénario de demain. Et je vous garantis que nous, designers, on a des atouts formidables pour ça. On a des atouts parce qu'on est dans la représentation, on est dans le projet. Ces scénarios d'expérience pour demain, ils fédèrent les équipes autour du monde. Donc on est naturellement dans l'interdisciplinarité. On travaille avec le marketing, on travaille avec les ressources humaines, puisque derrière, il y a des impacts sur l'organisation de l'entreprise, bien sûr, puisque ce que l'on construit comme offre se transforme et donc transforme, bien sûr, la nature même de l'organisation de l'entreprise. Bref, c'est vertueux. Bref, c'est apaisant. C'est-à-dire qu'on part d'une matière objective qui est la mutation des usages, que l'on observe de façon professionnelle, et on la transforme avec des scénarios de projection sur l'offre telle qu'elle serait souhaitable demain. Et si elle est souhaitable, si elle est souhaitée, elle est commercialisable. Et donc, par là, on construit des entreprises qui sont robustes, c'est-à-dire qu'on construit des entreprises dans lesquelles, petit à petit, on a installé un rapport sain à ce que l'on produit. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire « je ne sais pas pourquoi je fabrique cette voiture, parce que je sais qu'elle ne se vendra pas très bien ». Je suis juste en train de travailler pour tous les employés de l'entreprise sur un sujet qui fait sens pour demain. C'est-à-dire que j'ai bien identifié ce que je suis en train de construire comme offre, c'est la solution pour déplacer les gens demain. Voyez ? Et donc, moi je le vois dans tous les projets, pratiquement tous les jours, quand j'ai la chance de pouvoir participer à des programmes où on a embarqué les équipes dans cette dynamique-là, il y a un déclic. C'est-à-dire que tout d'un coup, je prends l'ingénieur, le pauvre, j'ai rien contre les ingénieurs, mais qui me disait, mais moi, attendez, ça fait 30 ans que je fabrique des voitures, c'est pas vous qui allez me dire comment je dois concevoir ma voiture de demain. Mais en fait, c'est plus le sujet. C'est que lui, il a compris qu'on n'est pas en train de remettre en question son travail, on n'est pas en train de critiquer ce qu'il a fait il y a 30 ans, on est en train de lui dire, ton intelligence, tu vas la mettre au service d'une offre qui a du sens. Et je vous garantis que lui, il est très sensible à l'anthropologie. Il comprend tout de suite. Quand on lui montre une vidéo de gens qui ont des problèmes, parce que vous savez, on passe 2 heures en moyenne par jour dans les bouchons dans le monde. Et donc d'ailleurs, quelques CEO du monde automobile ont dit c'est génial aujourd'hui parce qu'on est en train d'entrer dans l'ère du véhicule autonome, une espèce d'Eldorado pour l'industrie automobile pour les années à venir, et tant mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on repense ce qui est l'expérience automobile. C'est-à-dire qu'on va convertir les 2 heures que l'on passe par jour dans les embouteillages dans le monde, dans sa voiture, en un temps consistant. C'est-à-dire qu'on va en faire autre chose. Donc c'est un territoire d'opportunité formidable. Et bien ça, dans l'entreprise, quand on l'objective par l'anthropologie et que le design, qui est cet ensemblier finalement de ces ressources-là, le met en œuvre autour d'un projet qui fait sens, je vous garantis que tout le monde comprend, tout le monde a envie, et on recrée une dynamique qui est incontestable pour nos entreprises qui en ont besoin. Et en tout cas, je suis ravi nous, designers, puissions contribuer à ça. Le seul travail que l'on doit faire, par contre, c'est que je pense qu'il faut qu'on gagne un peu en ambition. Tout en humilité, mais il faut qu'on gagne en ambition en n'ayant pas peur de valoriser cette discipline. Et en n'ayant pas peur de la valoriser avec des éléments objectifs. Et ça, d'ailleurs, je suis content que les jeunes générations s'ouvrent sur cette voie-là, puisque je pense que les jeunes générations de designers vont s'emparer de ça. Alors peut-être par défaut, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, donc ils vont trouver les clés pour contourner le sujet, et ils vont y arriver. Et moi, je milite à ça. La seule chose navrante, c'est que je vois que le design se développe plus dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, et je ne comprends pas pourquoi les écoles de design ne s'emparent pas plus massivement de cette dynamique-là, parce que c'est un enjeu formidable pour nous tous. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je pourrais en parler encore longtemps. Le chantier est énorme. Nous-mêmes, on doit régler un certain nombre de choses. Mais en tout cas, il y a un terrain de jeu formidable qui est extrêmement prospectif pour nous tous et pour les entreprises pour lesquelles on travaille. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, comme je suis contributeur, je serais ravi de participer à tous les témoignages pour y révéler ou les questions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Mais je pense qu'effectivement, on est en train depuis quelques années d'ouvrir une page importante dans notre activité. Et il ne faut pas rater cette occasion.
faire son micro. Merci pour Je cette t'entends. présentation, cette démonstration enthousiaste, effectivement. Je pense que ça permet, ça donne beaucoup de fraîcheur, en fait, ça donne un coup de jeune et de fraîcheur à notre métier. Ça nous permet d'avoir un discours différent, effectivement, de celui qu'on a pu avoir avant. Mais en fait, je me pose la question, est-ce que finalement, tout ça, on ne le faisait pas quand même un peu, plutôt un peu que beaucoup même, mais c'était fait de façon un peu informelle. Parce que finalement, le travail de designer, c'est quand même beaucoup partir des usages. Et aujourd'hui, enfin, même depuis 20-30 ans, plus personne fait du stylisme au sens, un design, c'est du beau. Bon, ça, voilà. Donc effectivement, c'est intéressant de formaliser tout ça. Et finalement, ce qu'on fait là, est-ce que c'est pas une analyse de la valeur, mais plus au sens de l'ingénieur, mais une analyse de la valeur en termes d'usage, valeur d'usage, valeur d'estime, etc. Donc, en fait, on arrive à un stade où il y a des pratiques qui se sont faites depuis un certain nombre d'années, de manière plus ou moins informelle, plus ou moins professionnelle, plus ou moins bricolée. Et aujourd'hui, on la formalise, on la théorise, et ça devient un vrai outil de travail, de management, qui sert à la fois à la profession de designer, mais aussi, bien sûr, aux entreprises et à l'économie en général. Bah, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, enfin, moi, comme je disais, je suis sorti de l'école en 89 et j'ai vraiment le sentiment d'avoir appris ça à l'école. Donc, par contre, je crois que entre le statut que l'on avait en 89 et la réalité même de nos pratiques à cette époque-là et maintenant, et ce qui est fait dans les entreprises concrètement, il y a du chemin qui est fait. Et alors après, je pense que, enfin, moi je vois je suis pragmatique, je vois la réalité aujourd'hui des investissements en design dans les entreprises. Le schéma de Philippe ce matin était éloquent quand on voit que l'investissement en design est moins de 1%, moins de 0,0 parfois. Ça montre bien qu'il n'y a pas de réalité au sens économique, si on parle à la communauté économique, de cette activité-là dans les entreprises. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est notre métier, c'est celui que l'on a appris, c'est celui qu'on a toujours fait. Nous, je pense qu'on a un sens naturel pour l'observation, c'est-à-dire que quand on doit dessiner quelque chose, un objet pour quelqu'un, on s'intéresse à qui est la personne qui va l'utiliser, avant tout. Donc on a cette fibre-là. C'est d'ailleurs pour ça que naturellement, on intègre bien les sciences humaines et sociales en amont. L'ergonomie a été rapidement intégrée. Mais, donc il y a cette fibre-là, il y a ce courant-là. Mais bon Dieu, pourquoi ça ne va pas plus vite? Et là, je pense qu'il faut s'en prendre aussi à nous, en se disant, mais cette discipline qui est bien notre discipline d'origine, qu'on sait pratiquer comme ça, pourquoi elle ne s'installe pas plus fortement dans les entreprises, plus vite, et que du coup, elle soit pleinement assumée comme à la hauteur de ce qu'elle génère comme valeur. Et je pense que ça, ce sera salutaire pour nous tous, les designers, les gens qui travaillent avec les designers et les entreprises. Est-ce que finalement, ce n'est pas la révolution numérique qui permet ça aussi? Vous parlez de Blablacar, tu parles de Blablacar, ouais. Airbnb, c'est grâce au numérique, c'est grâce à Internet. Ce n'était pas possible avant. Donc, tous ces nouveaux modèles économiques, toutes ces innovations, en fait, ne seraient pas possibles sans le numérique. Et donc, tout ça est maintenant médiatisé. Et donc, la démarche de design intégrée dans ces modèles économiques vont permettre peut-être un effet d'entraînement, d'accélérateur pour aujourd'hui, effectivement, créer une espèce de... Enfin, à booster tout ça et enfin rentrer dans une ère d'innovation par le design réel, grâce au numérique et à l'effet planétaire aussi de tous ces modèles qui se répètent, enfin, qui sont comment dire, adaptables dans tous les pays du monde, finalement. Alors, je suis d'accord avec toi, le numérique est un des leviers qui active, accélère, fait prendre conscience. Ce n'est pas le seul. Je pense que la difficulté qu'ont certaines entreprises les met aussi face au mur de la fin ou de la limite de leur modèle. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui, aujourd'hui, favorisent l'émergence de cette discipline qu'est le design, dans sa capacité à travailler au sein de l'entreprise en articulation avec les parties prenantes de l'entreprise.
Et que finalement, on a des leviers positifs comme la digitalisation, la vie digitale, et on a aussi des leviers malheureusement négatifs qui sont des entreprises qui échouent parce qu'elles sont arrivées à la fin d'un modèle et que donc naturellement elles sont obligées soit de disparaître, soit de se réinventer ou d'évoluer fortement. Donc voilà, et puis il y en a d'autres. Donc je pense, j'ai parlé rapidement du lien social, je pense que il y a un désamour aussi de la population face au monde de l'entreprise. Ça, c'est pas normal. L'entreprise, c'est un moteur essentiel de notre civilisation. Et on voit à quel point, aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont plutôt les petites entreprises qui créent des emplois en France. Donc voilà, je pense que tu as raison, il y a le stream digital, mais il y a aussi d'autres éléments qui, voilà, aujourd'hui, créent un contexte et créent les conditions d'accélération, d'émergence, de prise de conscience des nécessités d'intégrer ces disciplines. Juste pour conclure, enfin, une dernière chose, c'est vrai est-ce qu'on voit finalement dans le monde industriel des innovations aujourd'hui de rupture, comme fait Blablacar et autres, mais qui ne sont pas liées au numérique? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un cas intéressant parce que je trouve que les Anglais ont parfois un regard un peu pragmatique par rapport aux entreprises qui sont successful. Et bien en fait, une des entreprises qu'ils mettent en avant, c'est une fabrique de confiture. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur le patrimoine de la confiture en Angleterre et ils ont une des entreprises qui est un des piliers de leur nouvelle économie, qui a capitalisé sur finalement le développement du business au travers d'une façon de faire des confitures, s'appuyant sur le patrimoine de la confiture en Angleterre. Et quand on regarde d'ailleurs son offre, tu verras, il n'y a pas d'innovation majeure, il n'y a rien de digital, mais c'est puissant. C'est puissant, il y a de la valeur, et il y a de la valeur naturellement pour le consommateur, c'est-à-dire que c'est gratifiant que d'acheter ces types de produits. Donc, ça crée un marché qui est robuste. Et donc, voilà, c'est pris comme une entreprise exemplaire sur le marché anglais. Et elle n'est pas vendue sur Internet, alors? Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas vendue sur Internet, mais ce n'est pas son moteur, en tout cas. Alors, encore une question. Je crois qu'il y avait là 2 questions. Et après, on va passer à la conférence suivante. C'était juste une remarque par rapport à la question d'avant, en se disant, quelque part, on a l'impression de découvrir les utilisateurs en ce moment, depuis quelques années, mais c'est relativement récent. Je ne suis pas si sûr que ça. Quand on regarde un bouquin qu'on a tous lu pendant nos études, La laideur se vend mal de Raymond Lévy, il y a un passage très intéressant où il parle d'une étude qu'il a faite sur une poubelle, et il est allé observer les gens dans les gares, dans les poubelles, aller voir comment les gens se comportaient par rapport à ces produits-là. Et en fait, qu'on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'années, c'est vraiment les tout débuts du design, et je pense que c'est intrinsèquement dans ce métier-là, on avait cette pratique d'aller voir les utilisateurs et de voir comment ils se comportaient, la manière dont ils réagissaient par rapport aux produits qu'on allait changer. Donc je pense qu'il faut malgré tout se rappeler de cette histoire-là et se dire qu'elle est toujours présente. On l'a peut-être un peu oubliée à un certain moment donné, mais je crois qu'elle reste toujours présente. Et il y a certes une phase de revalorisation en ce moment, mais il y a toujours ça dans l'histoire du design. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on l'a un peu mis de côté. Et d'ailleurs, quand tu prends les grands entrepreneurs qui ont fait une grande partie de notre industrie. Tu prends Louis Vuitton, par exemple. Là, j'ai regardé récemment ce cas-là. C'est quelqu'un qui a particulièrement observé le monde du voyage, les usages du voyage. Et son industrie s'est bâtie là-dessus. La question aujourd'hui, c'est que fait Louis Vuitton en matière d'observation des comportements liés à la mobilité, au voyage aujourd'hui? C'est ça le sujet. Donc, comment cette entreprise doit retrouver ce sens d'observation? Mais tu as raison, il y a plus de 100 ans, il y avait ce réflexe-là, et c'était la base de l'entreprise. Oui, je voudrais rebondir sur cette question-là parce que on est tous d'accord sur notre volonté d'observer. La question que tu poses pour moi, c'est comment tu articules non pas l'observation, mais la science de l'observation à l'intuition et à la capacité de se projeter. C'est ça qui n'est pas clair pour moi parce que dans notre méthode, ce sont les designers qui observent avec la subjectivité du designer et en même temps sa capacité à se projeter vers un futur et de faire des propositions. Donc ma question est, est-ce que les anthropologues qui sont sur des modes d'observation objectifs, on utilise leur matière, donc c'est-à-dire qu'ils se substituent à nous pour l'observation, mais finalement ils s'arrêtent là et nous on utilise leur matière pour innover, ou est-ce qu'ils apportent quelque chose d'autre?
ça, c'est le cœur du dispositif. Hein. C'est vraiment le trait d'union, la clé de voûte, comme on veut. Mais c'est tout le sujet. C'est tout le sujet auquel, moi je me suis frotté en créant InProcess parce que la vocation d'InProcess consistait à articuler à part égale des gens de sciences humaines et sociales avec des gens du monde de la conception dont je faisais partie. C'est clair que c'est la difficulté aujourd'hui parce que les gens de sciences humaines cherchent la vérité. Nous, designers, on cherche à raconter une histoire, puisqu'on se projette. Et donc tout le sujet, c'est d'articuler ces sciences de la quête de vérité. Donc on ne se raconte pas d'histoire sur où on en est en termes d'usage, et de l'articuler avec, j'utilise cette matière-là pour projeter l'entreprise vers quelque chose de robuste demain, c'est-à-dire qui répond effectivement à ce que les gens m'ont indiqué quand je les ai observés. Et je pense que, en tout cas, c'est modeste, hein, mais je peux faire part de mon expérience en un petit peu plus de 10 ans pour faire travailler ensemble ces deux populations. Et moi-même faisant l'effort de ne pas me remplacer, de ne pas me transformer en anthropologue, que je ne suis pas. Et c'est là où je pense qu'on progresse. Nous, designers, on progresse, et les gens de sciences humaines progressent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes travaillent beaucoup plus comme des responsables de projet, et non pas des académiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience que la matière qu'ils traitaient devait être utilisable par des concepteurs. Et nous, je pense que, naturellement, on est observateurs, comme on l'a dit, mais on a pris conscience aussi qu'il y avait des gens meilleurs que nous pour aller observer. Donc à partir du moment où cette matière première, mais c'est comme du bois ou du métal, est de qualité, bah, finalement, on va la respecter et travailler avec. Donc je crois que ça passe par un chemin que moi j'ai trouvé un peu long, mais qui me passionne, donc j'y ai consacré du temps, et que progressivement, notre discipline et les disciplines des sciences humaines évoluent et finalement apprennent à s'articuler, comme d'ailleurs on évolue aussi dans notre articulation avec les services de ressources humaines ou d'IT dont tu as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est du même ordre, effectivement, de travail interculturel dans l'entreprise, et c'est cet ensemble de choses qui crée une dynamique importante sur le projet que l'on traite dans l'entreprise. Merci beaucoup. En tout cas, on a déjà un petit peu débordé sur le créneau, mais c'est des interventions qui sont très intéressantes. On va quand même demander à Saint-Étienne s'il y a des questions tout de même. Est-ce que Saint-Étienne a des questions sur la présentation de M. Rebourg ? Non, Amélie, on n'a pas de questions qui ont été soulevées sur Saint-Étienne. Eh bien, très bien. En tout cas, si vous avez d'autres réactions dans la salle, je vous invite à aller retrouver M. Rebourg peut-être après la conférence ou à lui écrire, puisqu'il a présenté son adresse email au début de présentation. Merci.